Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le coefficient de corrélation. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment analyser deux variables? Jusqu'ici, vous savez parfaitement analyser une variable, que ce soit via les mesures de la tendance centrale ou les mesures de variabilité. Par exemple, vous savez parfaitement analyser cet échantillon de 10 personnes qui a pour variable la taille et le poids. Si on souhaite analyser la taille, on peut utiliser la moyenne et l'écart type. La taille moyenne est égale à 175 cm avec un écart type de 9 cm. Et nous pouvons faire de même pour le poids. Le poids moyen est égal à 75 kg avec un écart type de 11 kg. Donc, vous savez analyser une variable. Mais comment faire pour analyser deux variables? L'idée est de connaître le lien ou la relation qui existe entre ces deux variables. Le but est de répondre à la question suivante: comment la valeur d'une variable change quand la valeur d'une autre variable change? Pour mieux comprendre ce concept, reprenons l'exemple avec la taille et le poids. Il est logique de penser que plus la taille augmente et plus le poids augmente. C'est-à-dire que les deux variables varient dans le même sens. Quand une variable augmente, l'autre variable augmente. Cela veut dire qu'en moyenne, une personne qui fait 1m95 aura un poids supérieur à une personne qui fait 1m60. Et cela veut aussi dire que plus la taille diminue et plus le poids diminue. C'est-à-dire qu'en moyenne, une personne qui fait 1m60 aura un poids inférieur à une personne qui fait 1m95. Quand une variable diminue, l'autre variable diminue aussi. Attention, les deux termes signifient la même chose, car il n'y a pas de différence entre dire plus la taille augmente, plus le poids augmente, que de dire plus la taille diminue et plus le poids diminue. Il existe d'autres relations que celle-ci. Par exemple, voici une autre relation où plus la taille augmente et plus le poids diminue. C'est-à-dire, quand une variable augmente, l'autre variable diminue. Ce qui sous-entend qu'en moyenne, une personne qui fait 1m95 aura un poids inférieur à une personne qui fait 1m60. Vous en conviendrez que cette relation entre la taille et le poids est très rare. Cette relation signifie aussi que plus la taille diminue, plus le poids augmente. Cela veut dire qu'en moyenne, une personne qui fait 1m60 aura un poids supérieur à une personne qui fait 1m95. En d'autres termes, quand une variable diminue, l'autre variable augmente. Il existe une dernière relation où si la taille augmente, le poids ne varie pas. C'est-à-dire que si une variable augmente, l'autre variable ne varie pas. Ce qui sous-entend qu'en moyenne, une personne qui fait 1m95 aura un poids similaire à une personne qui fait 1m60. Cela signifie aussi que si la taille diminue, le poids ne varie pas. C'est-à-dire qu'en moyenne, une personne qui fait 1m60 aura un poids similaire à une personne qui fait 1m95. Ce qui signifie que si une variable diminue, l'autre variable ne varie pas. Bref, voici les différentes relations qui puissent exister entre deux variables. La première relation est quand les deux variables varient dans le même sens. Quand une variable augmente, l'autre augmente, et quand une variable diminue, l'autre diminue. La deuxième relation est quand les deux variables varient dans le sens inverse. Quand une variable augmente, l'autre diminue, et quand une variable diminue, l'autre augmente. Et pour finir, la dernière relation, c'est quand une variable augmente ou diminue, l'autre variable ne varie pas. Donc il n'y a pas de relation entre les deux variables. Maintenant on veut savoir quelle est la relation entre la taille et le poids. Et donc pour cela, nous allons donc analyser ces deux variables. Pour analyser ces deux variables, on va créer un nuage de points afin de visualiser ces deux variables. x1 plus y1 est égal à y1 plus x1. Maintenant on peut retravailler cette somme. Alors, je pouvais aussi faire l'inverse, avoir l'axe horizontal qui représente le poids et l'axe vertical qui représente la taille. Il n'y a pas de grande différence entre ces deux nuages de points. Ici, je vais utiliser le nuage de points avec l'axe horizontal qui représente la taille. Vous comprendrez la raison dans la prochaine vidéo. Chaque point de notre nuage de points représente une personne avec sa taille et son poids. Par exemple, le premier point est la personne qui fait 159 cm et 62 kg. Donc ce point représente la première personne de notre tableau.
La deuxième personne fait 190 cm avec un poids de 82 kg. Donc, le point de la deuxième personne se trouve à l'intersection de ces deux droites. Et on fait de même pour chaque point de notre nuage de points. Nous avons déjà analysé la taille de notre échantillon. Nous savons que la moyenne est égale à 175 cm. On peut donc tracer une droite verticale qui représente la taille moyenne. Et nous pouvons faire de même pour le poids. Le poids moyen est égal à 75 kg. On peut donc tracer une droite horizontale qui représente le poids moyen. Nous pouvons enfin visualiser les différentes relations entre les variables. Commençons par la première relation où plus la taille diminue, plus le poids diminue. Cela signifie quand une variable diminue, l'autre variable diminue. Passons maintenant à la relation où plus la taille augmente, plus le poids augmente. Cette relation est la même que la précédente. Les deux variables varient dans le même sens, sauf qu'ici les deux variables varient positivement par rapport à la moyenne. Pour mieux comprendre, nous allons prendre un exemple. Ce point représente une personne qui fait 159 cm avec un poids de 62 kg. 185 cm est supérieur à 175 cm et 97 kg est supérieur à 75 kg. Donc, ce point nous informe que plus la taille augmente, plus le poids augmente. Alors pour rappel, il n'y a pas de différence entre ces deux relations. C'est-à-dire que les deux variables sont bien inférieures à leur moyenne respective. Donc, ce point nous informe que plus la taille diminue, plus le poids diminue. Ce point nous informe que les deux variables varient dans le même sens. Les deux variables varient négativement par rapport à la moyenne, car la taille et le poids de cette personne sont inférieurs à leur moyenne respective. 170 cm est inférieur à 175 cm et 63 kg est inférieur à 75 kg. Donc, ce point nous informe que plus la taille diminue, plus le poids diminue. Si on prend un autre point, par exemple celui-ci, ce point nous indique la même chose. Car 173 cm est inférieur à 175 cm et 70 kg est inférieur à 75 kg. Mais si je prends ce point-ci, la taille de cette personne est supérieure à la moyenne, car 177 cm est supérieur à 175 cm, et le poids de cette personne est inférieur à la moyenne, car 63 kg est inférieur à 75 kg. Donc, ce point nous informe que plus la taille augmente, plus le poids diminue. Les deux variables varient dans le sens inverse. Quand une variable augmente, l'autre diminue. Revenons à la relation précédente. On peut représenter la relation où les deux variables varient négativement par rapport à la moyenne via l'aide d'un rectangle. Tous les points qui sont compris dans ce rectangle représentent la relation où plus la taille diminue, plus le poids diminue. Passons maintenant à la relation où plus la taille augmente, plus le poids augmente. Cette relation est la même que la précédente. Les deux variables varient dans le même sens, sauf qu'ici les deux variables varient positivement par rapport à la moyenne. On peut représenter la relation où les deux variables varient positivement par rapport à la moyenne via l'aide d'un rectangle. Par exemple, prenons ce point. Ce point nous informe que les deux variables varient dans le même sens. Les deux variables varient positivement par rapport à la moyenne, car la taille et le poids de cette personne sont supérieurs à leur moyenne respective. 185 cm est supérieur à 175 cm et 97 kg est supérieur à 75 kg. Donc, ce point nous informe que plus la taille augmente, plus le poids augmente. Alors pour rappel, il n'y a pas de différence entre ces deux relations. Dire plus la taille diminue, plus le poids diminue est la même chose que de dire plus la taille augmente, plus le poids augmente, car les deux variables varient dans le même sens. Cela peut être positivement ou négativement par rapport à la moyenne. La relation où les deux variables varient dans le même sens est appelée relation positive. On peut représenter via l'aide du signe plus les parties où les relations varient dans le même sens. Et ceci est vrai pour chaque nuage de points.
La partie en bas à gauche et la partie en haut à droite sont toujours les parties où les deux variables varient dans le même sens, en soi la relation positive. Comme vous le savez, ce n'est pas la seule relation qui existe entre deux variables. On a par exemple plus la taille diminue et plus le poids augmente. C'est-à-dire que les deux variables varient dans le sens inverse. Quand une variable varie négativement par rapport à la moyenne, l'autre variable varie positivement par rapport à la moyenne. Pour mieux comprendre, prenons un point. Ce point représente une personne qui fait 1m68 avec un poids de 80 kg. Ce point nous informe que les deux variables varient dans le sens inverse. Quand la taille est inférieure à la moyenne, le poids est supérieur à la moyenne. Et on peut représenter cette relation via l'aide de ce rectangle. Tous les points qui sont compris dans ce rectangle représentent la relation où plus la taille diminue, plus le poids augmente. Passons maintenant à la relation où plus la taille augmente, plus le poids diminue. Cette relation est la même que la précédente. Les deux variables varient dans le sens inverse. Quand une variable varie positivement par rapport à la moyenne, l'autre variable varie négativement par rapport à la moyenne. Ce point nous informe que les deux variables varient dans le sens inverse. Quand la taille est supérieure à la moyenne, le poids est inférieur à la moyenne. On peut représenter cette relation via l'aide de ce rectangle. Tous les points qui sont compris dans ce rectangle représentent la relation où plus la taille augmente, plus le poids diminue. Pour rappel, il n'y a aucune différence entre les deux relations. Dire plus la taille diminue, plus le poids augmente est la même chose que de dire plus la taille augmente, plus le poids diminue, car les deux variables varient dans le sens inverse. La relation où les deux variables varient dans le sens inverse est appelée relation négative. On peut représenter via l'aide d'un signe moins les parties où les relations varient dans le sens inverse. Et ceci est vrai pour chaque nuage de points. La partie en bas à droite et la partie en haut à gauche sont toujours les parties où les deux variables varient dans le sens inverse. Donc là où il y a une relation négative. Nous savons quelle est la relation entre les variables en fonction de la variabilité des variables. C'est-à-dire, si la taille augmente par rapport à la moyenne, le poids ne varie pas par rapport à sa moyenne. Prenons un exemple. La taille de cette personne est supérieure à la moyenne, mais le poids ne varie pas par rapport à la moyenne. Son poids de 75 kg est le même que le poids moyen. Donc, ce point nous informe qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. La relation quand la taille augmente, le poids ne varie pas, signifie aussi que si la taille diminue, le poids ne varie pas. Par exemple, ce point nous informe que si le poids augmente, la taille ne varie pas. Il n'y a pas de relation entre les deux variables. La relation où quand une variable augmente ou diminue et l'autre variable ne varie pas est appelée relation nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Il est important de savoir que plus les points sont éloignés de leur moyenne respective, plus la relation est forte. Par exemple, le premier point où la personne fait 159 cm et 62 kg explique une relation positive plus forte que le point où la personne fait 173 cm. Car plus les points sont proches de leur moyenne, et plus la relation est faible. Maintenant que vous avez compris les différentes relations entre les deux variables, nous pouvons répondre à la question « Quelle est la relation entre la taille et le poids ?» Comme il y a plus de points dans les rectangles positifs que négatifs et que les points positifs sont plus éloignés de leur moyenne, alors la relation entre la taille et le poids est positive. On dit que les deux variables sont positivement liées. Cela veut dire que quand la taille augmente, le poids augmente, et inversement, quand la taille diminue, le poids diminue. Alors, vous devez vous dire que ce n'est pas très logique, car certains points expliquent une relation négative entre la taille et le poids, ou même une relation nulle. Alors, oui, c'est vrai, mais nous, on veut seulement savoir comment les variables varient en moyenne. Les points varient et expliquent différentes relations entre les variables, mais on remarque qu'en moyenne, les variables varient dans le même sens.
S'il y avait eu plus de points dans les rectangles négatifs que positifs, alors on aurait dit qu'il y a une relation négative entre la taille et le poids. C'est-à-dire quand la taille diminue, le poids augmente, et inversement. Maintenant que vous savez la relation entre la taille et le poids, il serait intéressant de quantifier cette relation, afin de connaître la force de la relation entre les deux variables. Comment pourrait-on quantifier cette relation ? Nous savons quelle est la relation entre les variables en fonction de la variabilité des variables. Si les deux variables varient dans le même sens, on a une relation positive. Si les deux variables varient dans le sens inverse, on a une relation négative. Et quand une variable augmente ou diminue, l'autre variable ne varie pas, alors on a une relation nulle. Pour quantifier ces relations, il suffit de mesurer la distance de chaque point par rapport à leur moyenne respective. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Cette personne fait 159 cm et 62 kg. On va mesurer sa taille avec la taille moyenne et on fera pareil pour le poids. On fait donc 159 moins 175, ce qui nous fait moins 16. Et on fait de même pour le poids. On fait 62 moins 75, ce qui nous fait moins 13. On a donc moins 16 et moins 13. Cependant, on veut seulement une seule valeur qui nous donne la variance entre les deux variables. Notre but est de répondre à la question suivante, comment les deux variables varient. Quand les deux variables varient dans le même sens, on veut un nombre positif, car c'est une relation positive. Et inversement, quand les deux variables varient dans le sens inverse, on veut un nombre négatif, car c'est une relation négative. Alors, comment faire pour que le résultat de moins 16 et moins 13 nous donne un nombre positif ? Il nous suffit de multiplier les variances, car moins fois moins est égal à plus. On fait donc moins 16 fois moins 13, ce qui nous fait 208. Mais que signifie 208 ? 208 est la variance partagée entre les deux variables pour le premier point. Étant donné que la valeur est positive, cela signifie que les deux variables varient dans le même sens, donc il y a une relation positive entre les deux variables. Bravo, vous savez maintenant quantifier la relation entre deux variables pour un point. Prenons un autre point. Cette personne fait 168 cm et 80 kg. On va mesurer la taille avec la taille moyenne et on fera pareil pour le poids. On fait 168 moins 175, ce qui nous fait moins 7. Et on fait pareil pour le poids. Cela nous fait 5. On multiplie les deux variances, ce qui nous fait moins 30. La variance partagée entre les deux variables pour ce point-ci est égale à moins 30. Comme la variance partagée est négative, cela veut dire que la relation entre les deux variables est négative. Quand une variable augmente, l'autre diminue, et inversement. Cela veut dire que les deux variables varient dans le sens inverse. Prenons un dernier exemple. Cette personne fait 185 cm et 97 kg. On mesure sa taille par rapport à la taille moyenne, ce qui nous fait 10. Et on fait pareil pour son poids. Cela nous fait 22. On multiplie les deux variances, ce qui nous fait 220. La variance partagée entre les deux variables pour ce point-ci est égale à 220. Comme la variance partagée est positive, cela veut dire que la relation entre les deux variables est positive. Quand une variable augmente, l'autre augmente et inversement. Cela veut dire que les deux variables varient dans le même sens. Maintenant que vous savez mesurer la relation entre deux variables, on va écrire une formule pour que ce soit plus clair. La formule pour mesurer la relation entre deux variables est simplement le produit des deux variances. On commence par mesurer la distance de chaque point par rapport à leur moyenne respective. On mesure la distance de la première variable par rapport à sa moyenne. On fait donc xi moins x bar. Alors, pourquoi j'ai choisi la variable x ? Car l'axe horizontal d'un nuage de points représente l'axe des x. On mesure la distance de la deuxième variable par rapport à sa moyenne. On fait yi moins y bar. J'ai pris la variable y car l'axe vertical d'un nuage de points représente l'axe des y. Et on fait le produit des deux variances.
Donc la variance partagée entre deux variables pour un point est égale à xi moins x bar fois yi moins y bar. Maintenant qu'on connaît la formule de la variance partagée, nous allons la calculer pour chaque point. On commence par mesurer la distance entre les xi et la moyenne x bar. Ici, x bar est égal à 175. Je fais donc 159 moins 175, ce qui nous fait moins 16, et je fais de même pour chaque observation. On mesure la distance entre les yi et la moyenne y bar. Ici, y bar est égal à 75. Je fais donc 62 moins 75, ce qui nous fait moins 13, et je fais de même pour chaque observation. Et on finit par le produit des deux variances. On fait donc moins 16 fois moins 13, ce qui nous fait 208. Et on fait de même pour chaque observation. Nous avons la variance partagée entre deux variables pour chaque point. On voudrait une seule valeur qui résume toutes les variances partagées. Pour cela, nous allons faire la moyenne de la variance partagée entre deux variables. On fait donc la somme de toutes les variances partagées divisée par le nombre d'observations. La somme est égale à 516 qu'on divise par le nombre d'observations qu'il y a, ici 10. Cela nous fait 51,6. Cela veut dire qu'en moyenne, la variance partagée entre les deux variables est égale à 51,6. Comme la moyenne de la variance partagée est supérieure à 0, cela veut dire qu'en moyenne, les deux variables varient dans le même sens. Il y a donc une relation positive entre les deux variables. Ce que nous venons de calculer s'appelle la covariance. La covariance quantifie la variance partagée entre deux variables, et elle nous donne la relation entre deux variables en fonction de son signe. Attention, la covariance ne mesure que la relation linéaire entre deux variables, c'est-à-dire les relations qui peuvent être représentées par une droite. Quand la covariance est supérieure à 0, cela signifie que les deux variables sont positivement liées, c'est-à-dire qu'il y a une relation positive entre les deux variables. Si on reprend l'exemple avec la taille et le poids, nous avons une covariance de 51,6, ce qui signifie qu'il y a une relation positive entre les deux variables. Pour rappel, la covariance ne mesure que la relation linéaire entre les deux variables. Donc la relation entre la taille et le poids est une relation linéaire, c'est-à-dire qu'on peut représenter la relation via une droite, comme celle-ci. Quand la covariance est inférieure à 0, les deux variables sont négativement liées, c'est-à-dire qu'il y a une relation négative entre les deux variables. Voici l'exemple d'une relation négative. Ce nuage de points représente les fautes à un examen selon le temps. La covariance est négative. Cela signifie que la relation entre le temps et les fautes à un examen sont négativement liées. Plus un élève prend son temps à faire un examen, et moins il fait de fautes. Et inversement, moins il prend son temps, et plus il fait de fautes. Les deux variables varient dans le sens inverse. Cette relation peut être représentée via une droite. Et quand la covariance est égale à 0, cela veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables. Les deux variables ne sont pas liées linéairement. Voici un exemple d'un nuage de points avec une covariance égale à 0. On remarque qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Alors, attention, une covariance de 0 ne veut pas toujours dire qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Par exemple, voici un nuage de points qui représente les résultats à un test de mémoire en fonction de l'âge. On remarque bien qu'il y a une relation entre les deux variables. Plus la personne est jeune et moins le résultat est élevé, plus la personne grandit et plus le résultat est élevé, et pour finir, plus la personne vieillit et moins le résultat est élevé. Il y a donc une relation entre les deux variables, mais la covariance est égale à 0. Car la covariance ne mesure que les relations linéaires entre les deux variables. Cette relation ne peut pas être représentée via une droite.
Passons maintenant à la formule de la covariance. En statistique, il y a toujours deux formules, une pour la population et une autre pour l'échantillon. La formule de la population est exactement la même que la nôtre, c'est simplement la somme des variances partagées divisée par n. La formule de l'échantillon est la même, sauf qu'ici on divise par n-1, afin de surestimer l'estimateur. Si on reprend l'exemple avec la taille et le poids, il serait plus logique d'utiliser la covariance avec la formule de l'échantillon, c'est-à-dire divisé par n-1. On fait donc 516 divisé par 9, ce qui nous fait 57,3. On va maintenant s'intéresser aux limites de la covariance. Il faut bien comprendre que la covariance n'a pas de limite. Elle peut être comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Est-ce qu'une covariance élevée signifie une relation forte? Alors non, une covariance élevée ne signifie pas une relation forte. Prenons un exemple. Voici un nuage de points avec l'axe des x qui comprend des valeurs entre 1000 et 2000 et l'axe des y qui comprend des valeurs entre 0 et 100. On remarque que la relation entre x et y est une relation positive, mais la relation n'est pas forte. Si on compare ce nuage de points avec un autre nuage de points où l'axe des x et des y est compris entre 0 et 10, on remarque que la relation entre x et y est forte. Les points forment quasiment une droite. Donc la relation à droite est plus forte que la relation à gauche. Cependant, quand on calcule la covariance de gauche, elle est supérieure à la covariance de droite, alors que pourtant la relation à droite est plus forte qu'à gauche. Cela est dû car la covariance est sensible aux unités de valeur. Si nous reprenons l'exemple avec la taille et le poids, nous avons une covariance de 57,3. Mais maintenant, si je reprends le même exemple, mais je transforme le poids en kilos en livres, alors le livre est une autre unité de mesure utilisée outre-Manche, on a juste transformé le poids en livres. Cela ne change rien à la relation entre les deux variables. Le nuage de points est exactement le même, mais on remarque que la covariance a quasiment doublé. La covariance fait maintenant 113,79. C'est tout à fait normal, car nous avons changé l'unité de mesure du poids, et étant donné que la covariance est sensible aux unités de valeur, la covariance nous donne maintenant une valeur différente. Mais cela ne veut pas dire que la relation à droite est plus forte que la relation à gauche, ce sont les mêmes relations. Donc, une covariance élevée ne signifie pas une relation forte, et inversement, une covariance faible ne signifie pas une relation faible. Seule la covariance ne signifie pas grand-chose, elle signifie seulement la variation et la direction de la relation entre deux variables. Si on veut connaître la force de la relation entre deux variables, il nous faut standardiser la covariance. Pour standardiser la covariance, on va calculer une nouvelle mesure qui est le coefficient de corrélation. Ici, on va s'intéresser au coefficient de corrélation de Pearson. Le coefficient de corrélation de Pearson mesure la force de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. Le coefficient de corrélation est simplement la covariance divisée par le produit des deux écart-types. Comme la covariance ne peut pas être supérieure au produit des deux écart-types, il est donc compris entre -1 et 1. Quand le coefficient de corrélation est inférieur à 0, cela signifie que les deux variables sont négativement liées. Il y a donc une corrélation négative entre les deux variables. Quand le coefficient de corrélation est supérieur à 0, cela signifie que les deux variables sont positivement liées. Il y a donc une corrélation positive entre les deux variables. Et quand le coefficient de corrélation est égal à 0, cela signifie que les deux variables ne sont pas liées linéairement. Il y a donc une corrélation nulle. Attention, comme le coefficient de corrélation est la covariance standardisée, le coefficient de corrélation ne mesure que les relations linéaires entre deux variables. Et c'est la covariance qui donne le signe du coefficient de corrélation.
Si la covariance est positive, le coefficient de corrélation est positif et inversement. Si on calcule le coefficient de corrélation pour la taille et le poids, il nous faut la covariance, l'écart type de x et l'écart type de y. On fait donc 57,3 divisé par 9 fois 11, ce qui nous fait 0,58. Le coefficient de corrélation est égal à 0,58. Alors, comment interpréter le coefficient de corrélation? Plus le coefficient de corrélation est proche de 1 ou de moins 1, plus la relation linéaire est forte. Et à l'inverse, plus le coefficient de corrélation est proche de 0, plus la relation linéaire est faible. Par exemple, un coefficient de corrélation égal à moins 0,9 explique une relation plus forte qu'un coefficient de corrélation égal à 0,6. Nous pouvons conclure que la relation entre la taille et le poids est élevée. Je vais maintenant vous montrer différents nuages de points avec le coefficient de corrélation associé. Voici un coefficient de corrélation égal à 1. Cela signifie que la relation entre x et y est parfaite. On a une corrélation positive parfaite entre x et y. Voici un coefficient de corrélation égal à 0. Voici un coefficient de corrélation égal à 0,7, c'est-à-dire que les deux variables varient dans le même sens. Voici un coefficient de corrélation égal à moins 1. Cela signifie que la relation entre x et y est parfaite. On a une corrélation négative parfaite entre x et y. Voici un coefficient de corrélation égal à 0,6. Il y a donc une relation positive entre x et y. Voici un coefficient de corrélation égal à moins 0,7. Il y a donc une relation négative entre x et y. Étant donné que le coefficient de corrélation ne mesure que la relation linéaire entre deux variables, ici le coefficient de corrélation est égal à 0. Maintenant que vous connaissez le coefficient de corrélation, on va simplifier sa formule. Pourquoi doit-on simplifier sa formule? Car la formule est très longue et nous voulons la simplifier pour qu'elle soit plus simple et plus rapide pour la calculer. Pour calculer le coefficient de corrélation, il faut calculer la covariance, calculer l'écart type de x, calculer l'écart type de y, faire le produit des écarts types, puis après faire la covariance divisée par le produit des écarts types. C'est extrêmement long et on risque de faire des erreurs dans notre calcul. On va donc simplifier cette formule. Pour simplifier cette formule, on va utiliser plusieurs propriétés mathématiques. Alors commençons par la première propriété. La racine carrée de a fois la racine carrée de a est égale à a. Cela signifie que la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 4 est égale à 4. On peut vérifier ceci en calculant la racine carrée de 4. La racine carrée de 4 est égale à 2, on fait donc 2 fois 2 et cela nous fait bien 4. Donc voici notre première propriété. La deuxième propriété est que a sur b divisé par c sur d est égal à a sur b fois d sur c. Cela veut dire que 1 sur 2 divisé par 4 demi revient à écrire 1 sur 2 fois 2 divisé par 4. On fait 1 fois 2 et on fait 2 fois 4, ce qui nous fait 2 sur 8. 2 sur 8 est égal à 0,25. On peut vérifier cette propriété. On sait que 1 demi est égal à 0,5 et que 4 divisé par 2 revient à 2. On fait donc 0,5 divisé par 2, cela nous fait 0,25. Donc voici notre deuxième propriété. La troisième propriété est que la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a divisé par la racine carrée de b. Par exemple, la racine carrée de 4 divisé par 16 revient à écrire racine carrée de 4 divisé par racine carrée de 16. Donc la racine carrée de 4 est égale à 2 et la racine carrée de 16 est égale à 4. On fait donc 2 divisé par 4, ce qui nous fait 0,5. Et on peut vérifier ceci en divisant 4 par 16.
4 divisé par 16 est égal à 0,25. La racine carrée de 0,25 est bien égale à 0,5. Donc voici notre troisième propriété. Et notre dernière propriété est que la racine carrée de A fois la racine carrée de B est égale à la racine carrée de A fois B. Par exemple, la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9 est égale à 2 fois 3, ce qui est égal à 6. La racine carrée de 4 fois la racine carrée de 9 revient à écrire la racine carrée de 4 fois 9. 4 fois 9 est égal à 36, on fait donc la racine carrée de 36 et ceci nous fait bien 6. Donc voici les différentes propriétés qu'on a besoin pour simplifier notre formule. Je vais d'abord utiliser la propriété où la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A divisée par la racine carrée de B. On va l'utiliser pour simplifier les écarts-types. Donc la racine carrée de la somme des xi moins x bar le tout au carré divisé par n-1 peut être écrite de cette manière. On va maintenant s'intéresser au dénominateur des écarts-types. Donc on a la racine carrée de n-1 fois la racine carrée de n-1. Nous savons que la racine carrée de a fois la racine carrée de a est égale à a. Donc la racine carrée de n-1 fois la racine carrée de n-1 est égale à n-1. On va maintenant utiliser la propriété telle que a sur b divisé par c sur d est égal à a sur b fois d sur c. Cela signifie que la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar est égale à a. Et que n-1 est égal à b. Le numérateur de l'écart-type est égal à c et le dénominateur de l'écart-type n-1 est égal à d. On va retourner cette fraction afin d'avoir a sur b fois d sur c. On peut simplifier les n-1. Et donc voici notre nouvelle formule qui est beaucoup plus simple à calculer. Mais on peut aller encore plus loin, on peut encore simplifier cette formule, mais pour cela vous devez connaître quelques propriétés en plus liées à la somme. Ce signe correspond à la somme de plusieurs termes. Ce signe a un indice où l'indice i débute par la valeur numéro 1. C'est-à-dire que si on fait la somme des xi, on fait donc x1 plus x2 plus x3 plus x4, etc. On a donc commencé par 1 car l'indice est égal à 1. Et le signe somme est accompagné d'une limite supérieure. C'est-à-dire que si on fait la somme des xi qui a pour indice 1 allant jusqu'à n, on fait donc x1 plus x2 plus x3 plus x4, etc. jusqu'à xn. Alors, pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. Voici les notes de 5 personnes. La première personne a 10 sur 20. On peut aussi écrire que x1 est égal à 10. Et on peut faire de même pour chaque personne. x2 est égal à 12, x3 est égal à 8, x4 est égal à 14 et x5 est égal à 6. Maintenant, si on souhaite connaître la moyenne de ce groupe de personnes, on doit faire x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, tout ça divisé par n. Mais on peut écrire ceci autrement en faisant la somme des xi avec pour indice 1 allant jusqu'à 5. Car il n'y a aucune différence entre ces deux termes. La somme des xi commence par x1 car l'indice est égal à 1. Et nous faisons donc x1 plus x2 plus x3 plus x4 jusqu'à x5, car la somme des xi va jusqu'à 5. Donc voici une autre notation qui est beaucoup plus rapide. Au lieu d'écrire x1 plus x2 plus x3, etc., il suffit juste d'écrire la somme des xi avec pour indice 1 allant jusqu'à 5. Et ceci est beaucoup plus facile à écrire et aussi à comprendre. Car imaginons nous avons 100 notes, on ne va pas écrire x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à x100. Il suffit juste d'écrire xi avec indice 1 allant jusqu'à 100. Et c'est pour cette raison qu'on écrit la moyenne, la somme des xi avec indice 1 allant jusqu'à n, le tout divisé par n.
Alors on va prendre un dernier exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, si je veux faire la somme de x1 plus x2 plus x3 plus x4, comment je pourrais écrire cela avec la sommation? Je vais écrire la somme des xi avec indice 1 allant jusqu'à 4. Et généralement, on écrit la somme des xi avec indice 1 allant jusqu'à n. On fait donc x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à xn. Maintenant, si on fait la somme de deux termes, si on fait la somme de xi plus yi, cela veut dire qu'on fait x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3, etc. jusqu'à xn plus yn. Alors ici, j'ai enlevé les parenthèses car il n'y a pas de priorité avec l'addition. x1 plus y1 est égal à y1 plus x1. Maintenant, on peut retravailler cette somme. Étant donné que les additions n'ont pas de priorité, on peut mettre tous les x d'un côté et tous les y de l'autre côté. On peut faire donc x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à xn, plus y1 plus y2 plus y3, etc. jusqu'à yn. Et donc la première partie, x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à xn, correspond simplement à la somme des xi avec indice 1 allant jusqu'à n. Et l'autre partie correspond simplement à la somme des yi avec indice 1 allant jusqu'à n. Et donc la somme des xi plus yi correspond à la somme des xi plus la somme des yi. Maintenant, si on fait la somme d'une constante fois xi. Pour rappel, une constante est simplement une quantité qui conserve toujours la même valeur. Ici, la constante est notée k. Donc cela signifie qu'on fait k fois x1 plus k fois x2 plus k fois x3 plus k fois x4 plus k fois x5, etc. plus k fois xn. On remarque qu'on peut factoriser par k, c'est-à-dire on peut faire k fois, entre parenthèses, x1 plus x2 plus x3 plus x4, etc. jusqu'à xn. Et cette expression désigne simplement k fois la somme des xi avec pour indice 1 allant jusqu'à n. Et donc voici la propriété qu'on aura besoin pour simplifier notre formule. Il ne faut pas oublier que x bar désigne la moyenne, c'est-à-dire que x bar est égal à la somme des xi divisé par n, et que la somme des xi correspond à n fois x bar. Cette formule nous sera utile pour simplifier le coefficient de corrélation. On va donc simplifier cette nouvelle formule. On va commencer par simplifier le numérateur. On va développer l'expression xi moins x bar fois yi moins y bar, ce qui nous fait xi fois yi moins xi fois y bar moins x bar fois yi plus x bar fois y bar. On va donc distribuer le terme somme. Nous allons utiliser la propriété suivante où la somme d'une constante fois xi est égale à la constante fois la somme de xi. On va l'utiliser pour ces deux termes, ce qui nous fait y bar fois la somme de xi moins x bar fois la somme de y. Et on va utiliser la formule où la somme des xi est égale à n fois x bar. Ce qui nous fait donc y bar fois n fois x bar moins x bar fois n fois y bar. Et on a aussi transformé la somme de x bar fois y bar par n fois x bar fois y bar. Car tout simplement la somme d'une constante est égale à k plus k plus k plus k, ce qui correspond à n fois k. Et la somme du produit de deux constantes est égale à k fois y plus k fois y plus k fois y, etc. ce qui correspond à n fois k fois y. On peut simplifier les deux termes, ce qui nous fait la somme de xi fois yi moins n fois x bar fois y bar. On va maintenant remplacer x bar et y bar par la somme de xi divisé par n et la somme de yi divisé par n. On simplifie les n. Et on multiplie la somme des xi fois la somme des yi. On va mettre la somme des xi fois yi au même dénominateur. Ce qui nous fait n fois la somme de xi fois yi moins la somme de xi fois la somme de yi, tout ça divisé par n.
On a donc simplifié le numérateur. On va maintenant simplifier le dénominateur. Alors on va commencer par la somme des xi moins x bar au carré. Alors on va développer cette expression. C'est une identité remarquable, c'est a moins b au carré. Ce qui nous fait xi au carré moins 2xi fois x bar plus x bar au carré. On va donc distribuer la somme. Et on va utiliser la propriété suivante où la somme d'une constante fois xi est égale à la constante fois la somme de xi. On va l'utiliser pour simplifier ce terme, ce qui nous fait 2x bar fois la somme de xi. Et on sait que la somme des xi est égale à n fois x bar. 2x bar fois n fois x bar correspond à 2 fois n fois x bar au carré. On va simplifier ce terme, car la somme d'une constante au carré est égale à n fois la constante au carré. On peut donc simplifier ces deux termes, ce qui nous fait la somme de xi au carré moins n fois x bar au carré. On va donc remplacer x bar par la somme de xi divisé par n, ce qui nous fait la somme des xi au carré divisé par n au carré. On peut simplifier les n, et on va mettre la somme des xi au carré au même dénominateur. Et voici qu'on a simplifié une partie du dénominateur. Mais étant donné que l'autre partie est égale à la somme des yi moins y bar, le tout au carré, le résultat est quasiment le même. Il suffit juste de remplacer les xi par les yi. Et donc voici notre nouvelle formule. Elle paraît plus compliquée, mais ne vous inquiétez pas, nous allons la simplifier. Nous allons utiliser la propriété suivante, où la racine de a sur b est égale à la racine de a divisée par la racine de b, qu'on va utiliser sur le dénominateur. Et donc la racine carrée de n fois la racine carrée de n est égale à n. On va maintenant utiliser la propriété telle que a sur b divisé par c sur d est égal à a sur b fois d sur c. On peut simplifier les n. Et donc voici notre nouvelle formule pour le coefficient de corrélation. Cette formule est beaucoup plus simple à calculer. Par exemple, si on reprend avec l'exemple précédent avec la taille et le poids de l'échantillon de 10 personnes, il suffit juste de faire xi au carré, ainsi que yi au carré, et faire le produit de xi et yi. Et on fait le total de chaque colonne. Il nous suffit juste maintenant de remplacer chaque expression. On commence par la somme de xi fois yi, cela correspond à la dernière colonne, ce qui correspond à 131 941. On fait donc 10 fois 131 941, et la somme des xi fois la somme des yi correspond à 1750 fois 751. La somme des xi au carré correspond à 300 978. Et la somme des xi, le tout au carré, correspond à 1750 au carré. La somme des yi au carré est égale à 57 493. Et la somme des yi, le tout au carré, est égale à 751. On fait donc 5160 divisé par 8919, ce qui nous fait 0,578. Ce qui est presque la même valeur qu'avec la formule précédente. La différence est due à la manière dont on arrondit. Donc voici les deux différentes formules pour calculer le coefficient de corrélation. On va plutôt privilégier la première formule qui est beaucoup plus simple à utiliser.
Pour conclure, vous savez maintenant analyser deux variables. Vous pouvez visualiser la relation entre les deux variables via le nuage de points. Vous pouvez aussi utiliser la covariance pour voir la variance partagée entre les deux variables et aussi voir la direction de la relation. Si la covariance est positive, alors la relation est positive. Si la covariance est négative, la relation est négative. Et vous pouvez utiliser le coefficient de corrélation pour mesurer la force de la relation entre les deux variables. Alors attention, le coefficient de corrélation et la covariance ne mesurent que la relation linéaire entre les deux variables. Vous savez maintenant utiliser la nouvelle formule du coefficient de corrélation. Passons maintenant aux exercices. Exercice numéro 1. Comment analyser deux variables? Pour analyser deux variables, on peut utiliser le nuage de points afin de visualiser la relation qui existe ou non entre les deux variables. On peut aussi utiliser la covariance ou encore le coefficient de corrélation pour voir la force de la relation entre les deux variables. Exercice numéro 2. Qu'est-ce que la covariance? La covariance quantifie la variance partagée entre deux variables. Et la covariance mesure la relation linéaire entre deux variables. Quand la covariance est supérieure à 0, on dit que les deux variables sont positivement liées. Quand la covariance est inférieure à 0, les deux variables sont négativement liées. Et quand la covariance est égale à 0, on dit que les deux variables ne sont pas liées linéairement. Il n'y a donc pas de relation linéaire entre les deux variables. La formule de la covariance est égale à la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar, le tout divisé par n-1. Exercice numéro 3. Quelles sont les limites de la covariance? La covariance est sensible aux unités de valeur. C'est-à-dire qu'une covariance élevée ne signifie pas une relation forte, et inversement, une covariance faible ne signifie pas une relation faible. Et une autre limite de la covariance, c'est qu'elle ne mesure que la relation linéaire entre deux variables. Exercice numéro 4. Qu'est-ce que le coefficient de corrélation de Pearson? Le coefficient de corrélation est la covariance standardisée. C'est-à-dire que le coefficient de corrélation est compris entre 1 et moins 1. Le coefficient de corrélation de Pearson mesure la force de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Quand la covariance est inférieure à 0, on dit que les deux variables sont négativement liées. On parle alors de corrélation négative. C'est-à-dire quand une variable diminue, l'autre augmente, et inversement. Cela signifie que les deux variables varient dans le sens inverse. Quand le coefficient de corrélation est supérieur à 0, on dit que les deux variables sont positivement liées. On parle alors de corrélation positive. C'est-à-dire que les deux variables varient dans le même sens. Quand une variable augmente, l'autre augmente. Quand une variable diminue, l'autre diminue aussi. Et quand le coefficient de corrélation est égal à 0, on dit que les deux variables ne sont pas liées linéairement. On peut aussi parler de corrélation nulle. Voici la formule du coefficient de corrélation. Exercice numéro 5. Comment interpréter le coefficient de corrélation? Plus le coefficient de corrélation est proche de 1 ou de moins 1, et plus la corrélation est forte. Et à l'inverse, plus le coefficient de corrélation est proche de 0, et plus la force de la relation est faible. Exercice numéro 6. Classer les coefficients de corrélation par ordre de force de leur relation, c'est-à-dire du plus faible au plus fort.
On commence par moins 0,2 et on finit par moins 1, car plus le coefficient de corrélation est proche de 0 et plus la corrélation est faible. Et inversement, plus le coefficient de corrélation est proche de 1 ou moins 1 et plus la force de la relation est forte. Exercice numéro 7. Associer chaque coefficient de corrélation au nuage de points correspondant. Le premier nuage de points correspond au coefficient de corrélation à 0,62, car les deux variables varient dans le même sens. Le deuxième nuage de points correspond au coefficient de corrélation égal à moins 0,75, car les deux variables varient fortement dans le sens inverse. Et le dernier nuage de points correspond au coefficient de corrélation égal à 0,1, car la corrélation entre les deux variables est faible. Exercice numéro 8. Calculer le coefficient de corrélation pour les données suivantes. On va donc calculer le coefficient de corrélation avec la nouvelle formule. On va donc calculer les xi au carré. Ici, les xi correspondent à la température en degrés Celsius. Et les yi au carré correspondent aux ventes de glace. On calcule la dernière colonne xi fois yi. Et on fait la somme de toutes ces colonnes. Et on va juste remplacer chaque expression par leur valeur du tableau. Le coefficient de corrélation est égal à 0,92. Cela signifie qu'il y a une forte corrélation positive entre la température et les ventes de glace. Plus la température augmente et plus les ventes de glace augmentent. Il est toujours important de faire un nuage de points quand on veut mesurer la relation entre deux variables. Calculer le coefficient de corrélation pour les données suivantes. Voici les fautes effectuées en fonction du temps à un examen. On crée donc une nouvelle colonne xi au carré, ainsi qu'une nouvelle colonne yi au carré. Les xi correspondent aux fautes et les yi correspondent au temps. Et on calcule la dernière colonne en faisant le produit des xi et des yi. On calcule la somme de chaque colonne et on remplace chaque expression par les valeurs du tableau. Le coefficient de corrélation est égal à moins 0,87. C'est donc une forte corrélation négative qui existe entre ces deux variables. C'est-à-dire que plus un élève prend son temps, et moins il fait de fautes. Et inversement, les deux variables varient dans le sens inverse. Quand une variable augmente, l'autre diminue et inversement. Voici une nuage de points pour les deux variables. On remarque bien qu'il y a une relation négative entre les deux variables. Exercice numéro 10. Calculer le coefficient de corrélation pour les données suivantes. Voici le poids et les notes d'un échantillon de 10 personnes. On calcule une nouvelle colonne avec xi au carré et ainsi que les yi au carré. Ici les xi correspondent au poids et les yi correspondent aux notes. Et on calcule la dernière colonne qui est le produit des deux variables. On fait le total de chaque colonne et on remplace chaque expression par les valeurs du tableau.
le coefficient de corrélation est égal à 0,04. C'est-à-dire que la relation est faible et qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables. Pour vérifier qu'il n'y a pas de relation tout court, il faut aussi vérifier via un nuage de points. On remarque qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables, qu'elles soient linéaires ou non. Voici la fin de ces 10 exercices. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.